Un millionnaire a offert une robe de luxe à la nounou de sa fille et l'a invitée à être son accompagnante de dernière minute à la fête de l'entreprise. Mais quand elle est arrivée, tous les invités sont restés en silence. Juliette Moreau vivait dans un appartement modeste du 11e arrondissement, au-dessus d'un petit café italien dont les parfums de café frais parfumaient chaque matin son palier. À 31 ans, elle avait appris à se faire discrète dans un monde bruyant, à trouver la paix dans les gestes simples et à offrir aux autres la douceur qu'elle n'avait jamais vraiment reçue pour elle-même. Depuis 2 ans, elle travaillait comme nounou auprès de Camille Dubois, une petite fille vive et sensible de 6 ans, fille unique de Théo Dubois, l'un des hommes les plus puissants de l'industrie technologique en France. La rencontre entre Juliette et la famille Dubois n'avait rien de commun. Ce n'était pas une agence qui l'avait recommandée, ni une recherche en ligne. C'était une amie commune, médecin pédiatre, qui avait vu en Juliette une rare capacité à apaiser même les enfants les plus agités. Après le décès brutal de la mère de Camille, 3 ans plus tôt, Théo s'était retrouvé à la fois écrasé par son deuil et les exigences de son empire. Il avait besoin de stabilité pour sa fille, et cette stabilité prit la forme de Juliette. Elle était arrivée un matin pluvieux, ses cheveux attachés en un chignon approximatif, son regard doux mais déterminé. Camille, recroquevillée dans un coin du salon, ne parlait à personne depuis des semaines. Juliette s'était accroupie à sa hauteur et lui avait tendu une petite poupée de chiffon faite main. Sans un mot, la fillette l'avait prise. Ce fut le début d'un lien qui allait tout transformer. Théo, en homme rationnel, s'était contenté d'observer. Il n'était pas du genre à exprimer sa gratitude en mots, mais au fil des mois, il avait appris à faire confiance à Juliette. Elle ne demandait rien, ne se plaignait jamais, et pourtant sa présence avait apporté une forme de paix dans une maison autrefois rongée par le silence du deuil. Il y avait, dans sa manière d'être, une élégance discrète que peu remarquaient au premier abord. Juliette, elle, faisait tout pour rester en retrait. Le monde de Théo lui semblait trop vaste, trop codifié, trop brillant pour qu'elle ose y prétendre. Elle connaissait sa place, et elle s'y tenait. Lorsqu'elle croisait Théo dans les couloirs, elle s'effaçait presque physiquement. Leur relation était empreinte de respect, mais restait strictement professionnelle. Cependant, tout bascula un jeudi soir, à la veille de la grande fête annuelle de la Dubois Tech. Juliette venait de coucher Camille et s'apprêtait à rentrer chez elle quand son téléphone vibra. L'écran affichait le nom de Théo. Une première. Il ne l'appelait jamais à moins d'une urgence. Elle répondit aussitôt. Sa voix, comme à son habitude, était calme et posée. « Bonsoir, monsieur Dubois. »« Bonsoir, Juliette. Je suis désolé de vous déranger si tard. J'ai une demande un peu particulière. » Elle sentit immédiatement que quelque chose d'inhabituel allait suivre. Théo ne tournait jamais autour du pot. « Je vous écoute. » Un silence, puis il reprit. « Ma cavalière pour la soirée de demain vient de se désister. Une urgence familiale. Je sais que c'est inattendu, mais accepteriez-vous de m'accompagner à la fête? C'est une soirée importante et je n'ai aucune envie de m'y rendre seule. » Juliette resta figée. La question flottait dans l'air, irréel. Elle, à une fête d'entreprise, au bras de Théo Dubois? C'était impensable. Elle n'était que la nounou. « Monsieur Dubois, je ne suis pas sûr d'être la personne indiquée pour ce genre d'événement. Vous êtes celle que je souhaite avoir à mes côtés, » répondit-il simplement. Il n'y avait dans sa voix ni séduction, ni obligation. Juste une forme de sincérité désarmante. Juliette sentit son cœur s'accélérer. Elle voulait dire non par réflexe. Mais une partie d'elle, enfouie depuis longtemps, voulait aussi savoir ce que cela faisait d'être vue. Ne serait-ce qu'une soirée, autrement que comme une employée. « Très bien, dit-elle enfin, presque à voix basse. « J'accepte. » Elle ne sut pas comment Théo réagit, car il se contenta d'un sobre. « Merci, Juliette. Une styliste passera chez vous demain matin. » Et il raccrocha. Juliette resta là, immobile, le téléphone encore à l'oreille, comme si le monde venait de se désaxer d'un cran. Elle se demanda ce que cela signifiait, ce que les autres penseraient, ce que Théo attendait réellement. Mais au fond d'elle, une intuition naissait. Quelque chose venait de changer. Et ce changement ne serait pas anodin. Le lendemain, au premier rayon de soleil, Juliette se réveilla avec une nervosité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Une styliste? Un événement mondain? Elle n'avait jamais mis les pieds dans un gala, encore moins au bras d'un homme comme Théo. À 8 heures du matin précise, on frappa à sa porte.
En l'ouvrant, elle découvrit une femme élancée, élégante, portant plusieurs housses de vêtements et un sourire à la fois professionnel et bienveillant. « Bonjour, mademoiselle Moreau, je suis Lise. Monsieur Dubois m'a chargé de vous préparer pour ce soir. » Juliette se recula pour la laisser entrer, incapable de prononcer un mot. Tandis que Lise installait ses affaires dans le petit salon, elle ouvrit l'une des housses, révélant une robe d'un bleu profond, aux lignes épurées et raffinées. Le tissu captait la lumière comme une étoile tombée du ciel. Juliette en eut le souffle coupé. Elle s'approcha lentement, toucha la matière du bout des doigts. Jamais elle n'avait porté quelque chose d'aussi somptueux. Ce soir-là, elle n'irait pas simplement à une fête. Elle entrerait dans un monde qui ne l'attendait pas. Le crépuscule tombait lentement sur Paris, teintant les toits d'ardoise d'une lumière dorée. Dans son petit appartement, Juliette se tenait devant le miroir, les mains légèrement tremblantes. La robe bleue épousait ses courbes sans ostentation, révélant une silhouette élégante qu'elle-même semblait redécouvrir. Ses cheveux avaient été relevés en un chignon travaillé, laissant quelques mèches encadrer son visage adouci par un maquillage subtil. Lise, la styliste, avait œuvré avec une précision discrète, comme si elle savait que Juliette n'avait jamais été préparée pour un moment pareil. Elle n'osait se regarder trop longtemps. Elle craignait que ce reflet, aussi sublime soit-il, ne soit qu'une illusion éphémère. Pourtant, lorsqu'elle descendit dans la rue et vit la berline noire l'attendre, portière déjà ouverte, elle comprit que ce rêve, au moins pour quelques heures, allait devenir réalité. À l'intérieur de la voiture, Théo Dubois l'attendait. Costume sur mesure, montre sobre mais onéreuse, tout en lui respirait la puissance contenue. Mais lorsqu'il leva les yeux vers Juliette, un silence respectueux remplaça toute arrogance. Il ne dit rien d'abord, se contentant de la regarder avec une expression que Juliette n'avait jamais vue chez lui, de la surprise mêlée d'admiration. « Vous êtes magnifique », finit-il par dire, la voix basse. Juliette rougit malgré elle, baissant les yeux. « Merci », murmura-t-elle. Le trajet jusqu'au pavillon Gabriel, lieu de la soirée, se fit dans un calme presque solennel. Juliette observait Paris défiler à travers la vitre, comme si elle le découvrait pour la première fois. Elle sentait le poids du regard de Théo sur elle, mais il n'était ni pesant ni déplacé. Il semblait au contraire la sonder, comme s'il tentait de comprendre qui elle était vraiment, derrière les vêtements simples et les gestes discrets du quotidien. En arrivant, une haie de flash et de journalistes encadra l'entrée. Juliette eut un mouvement de recul, mais Théo posa une main rassurante sur le bas de son dos. « Ignorez-les. Marchez avec moi. » Elle obéit, tentant de garder la tête haute. Elle sentait les regards, les murmures, les interrogations. Qui était cette femme au bras du PDG de Dubois Tech? Ce n'était pas une actrice, ni une héritière, ni même une figure connue du monde des affaires. Et pourtant elle avançait, droite, digne, portée par une force qu'elle ne soupçonnait pas. À l'intérieur, le décor était féerique. Lustres immenses, tables nappées de blanc, cristaux étincelants, musique de fond jouée par un quatuor à cordes. Juliette sentit sa gorge se nouer. Tout cela lui paraissait irréel. Elle cherchait désespérément un point d'ancrage, quelque chose de familier. Mais il n'y avait que Théo. Et Théo ne la quittait pas. Il la présenta à quelques collègues, de manière vague mais respectueuse. « Voici Juliette », dit-il plusieurs fois, sans ajouter son rôle de nounou, comme s'il voulait la laisser exister dans cet univers sans l'étiquette qui la définissait ailleurs. Juliette répondait avec douceur, évitant les regards trop insistants. Elle sentait les jugements, les curiosités dissimulées sous des sourires polis. Mais elle tenait bon. Elle se répétait qu'elle n'était là que pour une soirée, qu'elle n'avait rien à prouver. Au milieu de cette tension, un moment suspendu survint. Théo l'invita à danser. « Je ne sais pas danser », confessa-t-elle. « Moi non plus », répondit-il avec un sourire rare. Ils se retrouvèrent sur la piste, entourés de couples bien entraînés. Leurs pas étaient maladroits, leurs gestes hésitants. Mais peu importait. Il y avait dans ce déséquilibre une complicité naissante, une fragilité partagée. Pour la première fois, Théo ne paraissait plus intouchable. Il riait doucement de ses propres erreurs, et Juliette, emportée par l'instant, se surprit à rire elle aussi. Ce fut dans ce rire, dans ce moment simple au milieu du faste, que quelque chose changea réellement. Théo l'observa longuement. « Vous avez cette façon de rendre tout plus léger. » Juliette baissa les yeux, émue. « Ce n'est qu'une impression. »« Alors je veux vivre dans cette impression, » répondit-il. Il y eut un silence.
Un de ces silences pleins de promesses et de risques. Puis la musique s'arrêta et ils regagnèrent à leur table. La soirée continua, entre toasts, discours, présentations. Juliette naviguait avec prudence mais élégance, attentive à ne pas s'imposer, à ne pas briser le fragile équilibre entre sa présence et l'image que Théo projetait. Mais plus le temps passait, plus elle sentait qu'il ne cherchait pas à la dissimuler. Au contraire, il semblait vouloir la faire exister à ses côtés, même brièvement, même discrètement. Lorsqu'ils quittèrent la salle peu après minuit, Théo l'aida à monter dans la voiture sans un mot. Le trajet de retour fut silencieux, mais d'un silence chargé d'un nouvel accord. Quelque chose s'était dit sans parole, et chacun le savait. Arrivée devant chez elle, Juliette hésita à descendre. « Merci, dit-elle, pour tout cela. »« Merci à vous, répondit Théo, pour avoir dit oui. » Elle descendit sans se retourner. Mais en montant les marches vers son appartement, elle sentait encore le regard de Théo posé sur elle. Et dans son cœur, une question battait doucement. Pourquoi l'avait-il vraiment choisie, elle, pour cette soirée? Le lendemain matin, Juliette se réveilla dans un état d'entre-deux, comme si la soirée de la veille avait été un rêve dont les contours s'effacèrent déjà. Elle avait soigneusement remis la robe bleue dans sa housse, la posant sur le dossier de la chaise près de la fenêtre, sans oser la ranger dans son armoire. En la regardant, elle revivait des éclats de cette nuit irréelle. Les lumières tamisées du pavillon Gabriel, le regard de Théo pendant la danse, les sourires volés, les silences lourds de sens. Pourtant, la réalité reprit rapidement ses droits. À 9 heures, elle était de retour chez les Dubois, reprenant sa routine avec Camille, qui l'accueillit avec la tendresse habituelle, ignorant tout de l'événement mondain auquel sa nounou avait participé. Juliette retrouvait ses marques, rangeant les jouets, préparant le petit déjeuner, vérifiant les devoirs de la petite, comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Théo arriva plus tard que d'ordinaire ce jour-là. Lorsqu'il entra dans la maison, Juliette ressentit une tension inhabituelle. Il la salua poliment, mais son regard s'attarda à peine sur elle, comme s'il cherchait à éviter un contact trop direct. Cela surprit Juliette. Après la proximité de la veille, ce retour à une distance presque froide la déstabilisa. Elle se demanda si elle avait franchi une limite, si sa présence à ses côtés avait causé un malaise, ou pire, un embarras. Pendant la journée, elle tenta de chasser ses pensées, mais elles revenaient sans cesse. Le soir venu, alors que Camille dormait et que Juliette s'apprêtait à partir, elle croisa Théo dans le couloir. Le moment fut bref, mais leurs regards se croisèrent. Il hésita, ouvrit la bouche comme pour parler, puis se ravisa. Finalement, il se contenta d'un simple « Bonne soirée, Juliette », dit d'une voix basse, presque absente. Juliette sentit une pointe au cœur. Ce n'était pas ce qu'elle attendait. Elle aurait préféré un mot, une allusion à la soirée, même une remarque désobligeante. Mais ce silence évocateur lui parut plus cruel que n'importe quel reproche. Les jours suivants renforcèrent ce flou. Théo se montrait professionnel, cordial, mais évitait toute situation propice à un échange personnel. Juliette, de son côté, se renfermait peu à peu, déstabilisée par cette ambivalence. Elle se mit à douter de tout, du sens de cette invitation, du regard qu'il avait porté sur elle, de la sincérité de ses paroles. Ce trouble intérieur l'affectait davantage qu'elle ne voulait l'admettre. Elle, qui avait bâti sa stabilité sur la discrétion et la retenue, se retrouvait soudainement en proie à des émotions qu'elle ne contrôlait pas. Elle se surprenait à penser à Théo plus souvent qu'elle ne l'aurait souhaité, à guetter ses entrées, à scruter ses gestes, à se demander s'il pensait à elle, ne serait-ce qu'un instant. Un après-midi, alors qu'elle accompagnait Camille au parc, Juliette sentit son téléphone vibrer. C'était un message de Lise, la styliste. « Bonjour Juliette, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu une note de Monsieur Dubois vous concernant. Il souhaite que je prépare à nouveau une tenue pour un dîner cette semaine. Est-ce que jeudi soir vous convient ?» Juliette relut le message plusieurs fois. Un dîner? Encore un événement? Elle n'en avait pas entendu parler. Et surtout, Théo ne lui en avait rien dit. Elle répondit simplement qu'elle était disponible, tentant de dissimuler le trouble que cette nouvelle lui causait. Le jeudi soir arriva rapidement. Cette fois, la robe était plus sobre, d'un noir profond, coupe droite, élégante sans être tape à l'œil. Les cheveux détachés, un maquillage discret, Juliette monta dans la voiture avec une appréhension plus vive que lors de la première soirée. Elle n'avait aucune information sur le lieu, le motif, ou même la nature exacte du dîner.
La voiture la conduisit à un restaurant discret dans le 16e arrondissement, connu pour sa cuisine contemporaine et ses salons privés. À l'entrée, Théo l'attendait, vêtu d'un costume anthracite, plus détendu que la dernière fois. Lorsqu'il la vit, il eut une réaction imperceptible mais sincère. Ses yeux s'adoucirent. « Merci d'être venu », dit-il doucement. « Je n'avais pas vraiment compris de quoi il s'agissait », répondit-elle en tentant de garder une voix neutre. « Ce n'est pas un événement officiel, c'est juste un dîner, entre nous. » Juliette le regarda avec étonnement. Il semblait presque vulnérable, comme s'il redoutait son jugement. Ils entrèrent dans un petit salon privé, où une table était dressée pour deux. L'atmosphère y était feutrée, presque intime. Le repas commença dans un silence paisible. Théo brisa la glace au bout de quelques minutes. « Je suis désolé pour ces derniers jours. J'ai réagi comme un idiot. » Juliette releva les yeux. « Vous n'avez rien fait de mal. J'étais juste confuse. »« Moi aussi, » admit-il. « Cette soirée m'a bouleversé plus que je ne l'aurais imaginé, et j'ai préféré me replier plutôt que d'affronter ce que je ressentais. » Elle ne répondit pas tout de suite. Ces mots résonnaient en elle comme une vérité qu'elle n'osait formuler. « Je suis bien avec vous, Juliette. Quand vous êtes là, tout semble plus humain, moins lourd. » Elle sentit ses joues chauffer. Elle aurait voulu répondre, mais les mots lui manquaient. Le trouble était trop profond, l'émotion trop vive. Ils finirent le dîner dans une complicité retrouvée, sans promesses, sans gestes équivoques. Mais en quittant le restaurant, Théo lui prit la main un court instant, comme pour sceller quelque chose de fragile, mais réel. Juliette comprit alors que ce lien, aussi incertain soit-il, ne ferait que grandir, et qu'elle n'était plus simplement la nounou dans cette histoire. Les jours qui suivirent le dîner apportèrent une clarté nouvelle dans la routine de Juliette. Bien que rien n'ait été officiellement dit, une transformation subtile s'était opérée. Théo la regardait différemment, avec une douceur qui contrastait avec sa froideur habituelle. Il ne s'agissait pas de gestes déplacés ni d'attention appuyée, mais d'un silence chargé de présence, d'un regard prolongé, d'un mot de plus que nécessaire. Juliette, bien que prudente, ne pouvait ignorer ces nuances. Elle réchauffait son quotidien tout en nourrissant une crainte profonde qu'elle n'osait nommer. Car malgré les moments partagés, malgré cette impression d'intimité naissante, Juliette sentait peser l'ombre immense des différences entre leurs mondes. Théo appartenait à une sphère sociale faite de chiffres colossaux, de stratégies internationales, de relations influentes. Elle, à celle des petits gestes, des tâches invisibles, du silence derrière les portes. Chaque fois qu'elle revenait dans son petit appartement du 11e arrondissement, elle avait l'impression de descendre d'un rêve et de retrouver la gravité de la réalité. Une après-midi de samedi, alors qu'elle promenait Camille dans les jardins du Luxembourg, Juliette croisa par hasard deux anciennes camarades de lycée, élégamment vêtues, accompagnées de leurs enfants. L'une d'elles, Élodie, la reconnut aussitôt et s'approcha, le sourire figé d'une mondanité trop bien huilée. « Juliette Moreau, c'est bien toi? Quelle surprise! Tu travailles ici alors ?» Juliette, prise de court, acquiesça poliment. « Oui, je suis la nounou de Camille. » L'autre femme, Amélie, eut un sourire entendu. « La fille de Théo Dubois. Intéressant. » Les deux échangèrent un regard que Juliette comprit immédiatement. Elle savait ce que cela signifiait. Un sous-entendu, une hypothèse, peut-être même une rumeur en germe. Ces mondes-là, elle les connaissait. Elle savait qu'il suffisait d'un mot pour faire d'elle un sujet de conversation, un mystère à décortiquer lors d'un brunch. En rentrant ce soir-là, elle retrouva Théo dans son bureau, concentré sur un rapport. Il leva les yeux à son entrée, l'invita à s'asseoir sans dire un mot. Il semblait soucieux, fatigué. Juliette s'assit en silence, le regardant travailler, notant la tension dans sa mâchoire, la fatigue dans ses gestes. « Vous semblez préoccupé, » dit-elle doucement. « Le conseil d'administration de la semaine prochaine. Ils sont sur les nerfs, des rumeurs circulent. » Elle fronça les sourcils. « Quel genre de rumeurs ? Que je fréquente quelqu'un de, disons, non stratégique. » Il n'en dit pas plus, mais Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle savait, elle comprit. C'était d'elle qu'il parlait, d'elle, la nounou, la femme de l'ombre soudain apparue au bras de Théo Dubois. « Je suis désolé si ma présence vous a causé des ennuis. » Théo releva vivement la tête. « Ne dites pas ça. Vous n'avez rien fait de mal, c'est moi qui suis en tort.
Je n'ai pas anticipé la violence de ce que cela provoquerait. Elle détourna les yeux, la gorge serrée. Vous auriez préféré que je refuse? Non, jamais. Mais je me rends compte que je vous ai exposé à un monde cruel. Il se leva, fit quelques pas, puis se tourna vers elle. Ce que je ressens pour vous est réel, Juliette. Mais je ne peux pas faire comme si cela n'avait pas de conséquences. Elle resta figée, incapable de répondre. Ces mots, bien que sincères, étaient aussi une mise en garde. Elle comprenait désormais que tout ce qui les rapprochait portait en lui le poids d'un scandale potentiel. Le lendemain, elle se leva plus tôt que d'habitude. Prépara Camille comme à son habitude, rangea la cuisine, mais une pensée ne la quittait pas. Était-elle prête à affronter ce monde pour un lien encore flou, encore fragile? Pouvait-elle supporter les regards, les sous-entendus, les critiques? La réponse lui vint en fin de journée, lorsque Camille, après une journée bien remplie, s'approcha d'elle, lui prit la main et dit simplement « Tu es comme ma deuxième maman ». Juliette sentit les larmes lui monter aux yeux. Peut-être que, malgré l'ombre des différences, certaines vérités simples valaient plus que tous les jugements du monde. Mais elle savait aussi que le chemin ne ferait que se compliquer. Et au fond d'elle, une autre peur grandissait, celle de ne pas être assez forte pour traverser la tempête à venir. Le lundi suivant s'annonçait tendu. Théo avait une série de réunions décisives avec les actionnaires principaux de Dubois-Tech. Et Juliette, bien qu'étrangère à ce monde financier, ressentait la pression dans l'air, comme une brume dense qui s'infiltrait dans chaque recoin de la maison. Depuis la conversation dans le bureau, quelque chose s'était figé entre eux. Ils se croisaient, se saluaient, échangèrent les mots nécessaires, mais la complicité née des derniers jours semblait suspendue, retenue par une peur commune d'avancer trop vite ou trop loin. Juliette s'efforçait de maintenir son calme. Elle s'occupait de Camille avec la même tendresse, répondait présente pour tout ce qui était attendu d'elle, mais en son fort intérieur, elle était tiraillée. Ce que Théo avait dit, qu'il ressentait quelque chose de réel pour elle, l'avait bouleversée. Mais il avait aussi avoué les conséquences de ce lien, les résistances du monde extérieur, les jugements de ceux qui le côtoyaient. Elle se demandait si cette histoire avait une chance d'exister sans la briser entièrement. Elle tenta de se confier à sa sœur, Marianne, une femme plus pragmatique installée à Lyon avec ses 2 enfants. Lors d'un appel téléphonique en fin de journée, elle lui raconta, avec prudence, l'évolution de sa relation avec Théo. « Et tu crois qu'il est sincère ?» demanda Marianne, après l'avoir écouté sans l'interrompre. « Oui, mais je ne sais pas s'il est prêt à assumer ce que cela implique. Son monde est un labyrinthe d'apparence, de stratégie. Je ne suis qu'un accident de parcours dans son univers parfaitement réglé. » Ou bien, répondit sa sœur, tu es ce qui lui manque pour sortir de cette prison dorée. Mais demande-toi, est-ce que tu veux vraiment t'en faire partie? Est-ce que tu es prête à changer ta vie pour un homme qui, peut-être, ne changera pas la sienne pour toi? Cette question résonna dans l'esprit de Juliette pendant plusieurs jours. Elle ne savait pas comment y répondre. L'amour, pensait-elle, n'était-il pas justement fait pour bouleverser les certitudes? Mais l'amour aussi demandait du courage. Et de ce courage, elle doutait encore de le posséder. Le vendredi soir, alors que Théo était censé être retenu par un dîner d'affaires, il rentra plus tôt que prévu. Juliette était dans la cuisine, rangeant les affaires de Camille, quand il apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage trahissait une fatigue profonde, mais ses yeux semblaient chercher quelque chose de précis. « J'ai écourté mon dîner, dit-il simplement. Je devais vous parler. » Juliette se retourna lentement, le cœur battant. « Je vous écoute. » Il hésita un instant, puis entra dans la pièce, s'appuya contre le plan de travail, les bras croisés. Cette semaine a été un chaos. Les membres du conseil ont insinué que ma vie personnelle pouvait affecter mes décisions professionnelles. Certains ont même évoqué une réorganisation au cas où... Il s'interrompit comme s'il pesait chaque mot. Juliette comprit la gravité de ce qu'il disait. L'empire de Théo n'était pas seulement fondé sur sa vision stratégique, mais aussi sur une image de contrôle absolu. Et elle, par sa seule présence à ses côtés, en avait ébranlé les fondations. « J'ai pensé à tout arrêter, poursuivit-il. Me contenter de ce qu'on attend de moi, faire taire ce que je ressens. Mais chaque fois que je m'éloigne, je me sens vide. Vous me manquez, même lorsque vous êtes à quelques mètres. » Juliette sentit un frisson parcourir son échine. Ces mots, dits avec une sincérité douloureuse, la prenaient au dépourvu. « Et que voulez-vous faire, Théo ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je veux essayer. Avec vous. Peu importe les conséquences. »
mais pas si cela vous met en danger. Pas si vous devez porter seul le poids de cette différence. Elle s'approcha lentement, posant une main sur le plan de travail, les yeux dans les siens. « Je n'ai pas peur de votre monde. J'ai peur de ne pas y avoir de place. »« Alors faisons-lui une place, dit-il doucement. » Un silence les enveloppa, dense, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Ils étaient là, deux êtres de réalité opposées, unis par une attraction que ni le temps, ni les conventions, ni la prudence ne parvenaient à étouffer. Ce soir-là, ils ne s'embrassèrent pas. Il n'y eut pas de geste précipité. Juste une main posée sur une autre, une promesse silencieuse de se battre contre ce qui les sépare. Mais Juliette savait que ce ne serait pas simple, car aimer Théo Dubois, c'était accepter de marcher au bord du vide, chaque jour. La fin du mois de mars apporta un souffle printanier sur Paris. Les bourgeons perçaient les branches nues, les parcs s'animaient de rires d'enfants, et la lumière plus franche semblait promettre des jours meilleurs. Juliette, bien que toujours tiraillée entre prudence et désir, sentait en elle une énergie nouvelle. Depuis la conversation avec Théo dans la cuisine, leur rapport avait gagné une tendresse retenue, un respect renouvelé. Il n'y avait pas de gestes explicites, pas de promesses irréfléchies, mais une présence plus attentive, plus franche dans chacun de leurs échanges. Un mardi matin, après avoir accompagné Camille à l'école, Juliette trouva une enveloppe posée sur la table du salon. Son prénom, écrit à la main dans une encre noire élégante, ne laissait aucun doute sur l'expéditeur. Elle ouvrit le pli avec précaution. À l'intérieur, une simple carte. « Juliette, ce week-end, je pars quelques jours dans ma maison de campagne à Honfleur. Camille vous adore et j'aurai besoin de vous avec nous. Mais surtout, j'aimerais partager avec vous ce lieu qui m'apaise. Rien n'est attendu, rien n'est imposé. Théo. » Elle resta figée quelques secondes, relisant chaque mot. Il ne s'agissait pas d'un ordre, ni même d'une demande insistante. C'était une invitation, sincère et douce. Mais une invitation au vertige, à franchir une limite plus intime, à entrer dans un espace qu'il réservait rarement à d'autres. Le vendredi soir, ils prirent la route. Camille dormait à l'arrière, bercée par la monotonie de l'autoroute, un coussin sous la tête. Théo conduisait en silence, concentré mais détendu. Juliette, à ses côtés, regardait le paysage défiler, l'esprit en ébullition. Elle se demandait ce qu'elle découvrirait là-bas. Non pas un lieu, mais une facette inconnue de cet homme qu'elle croyait commencer à connaître. Ils arrivèrent tard. La maison était nichée dans une clairière, un ancien corps de ferme restauré avec goût entre bois et mer. Le silence y était total, seulement brisé par le souffle du vent et les cris lointains des mouettes. Théo alluma quelques lumières douces, guida Juliette à travers les pièces aux poutres apparentes, aux murs tapissés de livres, de tableaux discrets. L'endroit respirait la solitude choisie, la fuite loin des pressions du monde. « Je viens ici quand tout devient trop lourd », dit-il simplement. Elle hocha la tête. Elle comprenait. Le samedi s'écoula paisiblement. Camille, ravie par la liberté du grand jardin, courait dans les herbes hautes, chassait les papillons, riait sans retenue. Juliette préparait le déjeuner, pendant que Théo réparait un volet grinçant. Le contraste avec la vie parisienne était saisissant. Ici, il n'était plus le PDG, le stratège froid, mais un homme capable de s'arrêter, de respirer. L'après-midi, alors que Camille faisait la sieste, Théo proposa une promenade en forêt. Ils marchèrent côte à côte, sur un sentier bordé de hêtres, les feuilles mortes crissant sous leurs pas. Aucun mot ne fut échangé pendant de longues minutes, puis Théo s'arrêta. « Je ne t'ai jamais demandé « Pourquoi as-tu accepté ce travail, Juliette ?» Elle sourit légèrement. « Parce qu'on m'a dit que Camille avait besoin de calme, et je sais ce que c'est que d'être une enfant silencieuse dans une maison pleine de bruit. Tu as été cet enfant-là ?» Elle acquiesça. « Mon père criait beaucoup. Ma mère se taisait encore plus. Alors j'ai appris à me rendre invisible. C'est devenu ma force, puis mon métier. » Il la regarda longuement, comme s'il la découvrait encore. « Et maintenant, tu veux quoi ?» Juliette prit une inspiration. La question la déstabilisait, car elle ne se l'était jamais posée. Elle avait toujours vécu pour les autres, jamais pour elle. « Je ne sais pas. Peut-être me sentir chez moi quelque part. Être vu. Vraiment. Tu l'es, dit-il doucement. Ils reprirent leur marche sans rien ajouter. Mais le silence n'était plus le même. Il portait désormais le poids d'une promesse implicite. Le dimanche matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Théo entra dans la cuisine, encore en pull de laine, les cheveux ébouriffés. « Je vais dire quelque chose, et tu as le droit de ne pas répondre. »
Juliette, surprise, se retourna, une tasse à la main. « D'accord, j'ai peur de ce que je ressens, de ce que cela pourrait devenir. Mais j'ai encore plus peur que tu partes. » Elle posa la tasse, s'approcha lentement. « Et moi, j'ai peur de rester. » Il ne bougea pas, elle non plus. Mais dans ce silence, dans cette proximité, quelque chose se décida. Ils ne s'embrassèrent pas, ils ne s'enlacèrent pas. Mais leurs regards, eux, ne s'éloignèrent plus. Ce week-end à Honfleur n'était pas une parenthèse. C'était un seuil. Et Juliette savait qu'à présent, il n'y aurait plus de retour en arrière. De retour à Paris, la Maison du Bois semblait légèrement différente, comme si le séjour à Honfleur avait laissé une empreinte subtile sur ses murs silencieux. Camille était plus rayonnante que jamais, son rire résonnant dans les couloirs avec une légèreté nouvelle. Théo, lui, paraissait plus calme, moins tendu, comme si l'éloignement momentané de son univers impitoyable lui avait permis de se recentrer. Et Juliette, elle se sentait à la fois plus présente et plus invisible, comme une étoile sur le point de tomber ou de briller plus fort que jamais. Les jours suivants furent marqués par une série d'événements discrets, mais révélateurs. Théo prolongeait ses moments passés à la maison, dînait plus souvent en famille, écoutait Camille raconter sa journée avec une attention sincère. Juliette assistait à cette métamorphose avec une émotion qu'elle peinait à dissimuler. Elle le voyait se transformer non pas en un autre homme, mais en une version plus vulnérable de lui-même, et cette vulnérabilité le rendait plus humain, plus proche. Pourtant, derrière ce calme apparent, un souvenir revenait hanter la demeure, celui de Léa, la mère de Camille, l'épouse défunte de Théo. Jusqu'alors, Juliette n'avait jamais osé poser de questions. Ce sujet semblait tabou, et elle respectait les silences comme on respecte les cicatrices. Mais un soir, alors que Camille dormait et que Théo feuilletait un album photo dans le salon, Juliette entra discrètement. Elle s'arrêta en voyant le visage de Léa sur une page ouverte. Une femme aux traits fins, au sourire doux, qui semblait encore habiter ces lieux malgré son absence. Théo releva les yeux. « Tu veux t'asseoir » Elle acquiesça, s'approcha lentement et s'installa près de lui. L'album reposait entre eux, témoin silencieux d'une vie passée. « Elle était belle, dit Juliette simplement. Oui, elle l'était, et elle était brillante, drôle, imprévisible. Rien ne l'effrayait. Il marqua une pause, puis ajouta « Sa mort a tout figé. En moi, en Camille, dans cette maison, j'ai passé des mois à survivre mécaniquement, jusqu'à ce que tu arrives. » Juliette sentit un pincement au cœur. Elle ne savait que dire. Elle craignait de heurter ce souvenir encore vivant. « Je ne veux pas la remplacer, murmura-t-elle. Tu ne la remplaces pas, Juliette. Tu fais partie d'une histoire différente. Mais cela ne signifie pas qu'elle compte moins. » Un silence respectueux s'installa entre eux. Puis Théo ferma l'album et le reposa doucement. Camille parle parfois d'elle, mais rarement. Elle garde tout en elle, comme moi. Mais avec toi, elle parle, elle rit, elle vit. Ces mots touchèrent Juliette plus qu'elle ne l'aurait admis. Elle avait toujours eu le sentiment de vivre à travers les autres, d'exister par le bien qu'elle faisait, mais cette fois c'était différent. Ce qu'elle apportait n'était pas un service, c'était un lien. Quelques jours plus tard, Camille entra dans la chambre de Juliette avec un dessin à la main. Un cœur avec 3 figures à l'intérieur. Un homme, une femme, une enfant. « C'est toi, papa et moi, dit-elle. » Juliette sentit sa gorge se serrer. « Tu crois que maman serait triste si tu étais dans notre famille ?» demanda Camille, d'une voix innocente mais perçante. Juliette la prit dans ses bras, l'embrassa sur le front. « Je pense que ta maman voudrait que tu sois heureuse. Et moi, je suis heureuse quand tu l'es aussi. » Le soir même, alors que Juliette s'apprêtait à partir, Théo l'attendait dans l'entrée. Il tenait quelque chose dans la main. Un pendentif ancien, simple, discret. C'était à Léa. Elle le portait toujours. Je pense qu'elle t'aurait aimé, Juliette. Elle ouvrit la main. Il y déposa le bijou puis referma doucement ses doigts dessus. Tu n'as pas besoin de le porter. Je voulais simplement que tu saches que tu es ici pour une raison, pas par hasard. Juliette resta figée, bouleversée par la charge émotionnelle de ce geste. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était pas une promesse, c'était une reconnaissance, un passage de témoin invisible, une façon de dire « Je vois en toi ce que j'avais cru perdu ». Et pour Juliette, ce fut peut-être plus fort que tous les mots d'amour. Le calme fragile de ces dernières semaines fut brisé un matin d'avril par une gifle que ni Théo ni Juliette n'avaient vu venir. Tout commença par un message,
bref et anodin en apparence, que Théo reçut alors qu'il prenait son café. Son visage, d'abord impassible, se crispa soudain. Juliette, qui préparait le sac de Camille dans l'entrée, perçut l'onde de tension traverser la pièce. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle sans oser trop s'approcher. Théo posa lentement son téléphone sur la table. Il leva les yeux vers elle, le regard durci, mais non pas par la colère, plutôt par une inquiétude froide, concentrée. « Un article va paraître ce matin, un tabloïd. Ils ont des photos. Toi, moi, à Honfleur. » Juliette sentit le sol vaciller sous ses pieds. Son instinct lui cria de fuir, de se retrancher dans le silence, de ne pas faire de vagues. Mais elle resta là, droite, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce qu'ils peuvent dire avec peu. Que je fréquente la nounou, que je brouille les frontières entre vie privée et pouvoir, et que cette proximité remettrait en question ma lucidité de dirigeant. Juliette serra les poings. Elle aurait pu encaisser des jugements sur elle, des critiques voilées, mais être réduite à un obstacle, à une faiblesse, à un risque de gouvernance, cela, elle ne le supportait pas. Le téléphone vibra de nouveau. Théo répondit brièvement, puis se tourna vers elle. « Le conseil d'administration me demande de réagir officiellement. Il y aura une réunion en urgence cet après-midi. » Juliette se sentit envahie par une nausée soudaine. « Et qu'attendent-ils? Que tu nies? Que tu me renvoies? Ils veulent que je montre que ma vie privée n'interfère pas avec l'entreprise. Ce qui, dans leur logique, signifie effacer toute trace de moi. » Il hocha la tête, lentement, puis s'approcha d'elle, posa ses mains sur ses épaules. « Je ne veux pas te perdre, Juliette, mais je refuse de t'exposer à cette meute. Ce ne sont pas des gens qui respectent. Ils dévorent, sans remords. »« Et si je pars ?» murmura-t-elle. « Est-ce que cela les rassurerait ? Peut-être, mais cela ne nous rassurerait pas, nous. » Le reste de la journée fut flou. Juliette accompagna Camille à l'école comme d'habitude, mais sentait les regards, les chuchotements, les silences trop pesants des autres parents. Quelqu'un avait partagé l'article. Elle le savait, même sans l'avoir lu. Les mots cruels circulaient toujours plus vite que les vérités. En fin d'après-midi, elle retrouva Théo dans son bureau. Il était seul, assis, les coudes sur le bureau, le visage entre les mains. « Ils veulent que je fasse un communiqué, » dit-il sans la regarder. « Que je clarifie la situation, que je dissocie mes choix privés de ma fonction publique. Et que vas-tu faire ?» Il releva la tête. Il avait l'air plus vieux de 10 ans. « Je vais dire la vérité. Que j'ai rencontré une femme admirable, qu'elle m'a aidé à reconstruire un lien avec ma fille, et que si cela dérange certains, c'est leur problème, pas le mien. » Juliette sentit un élan de fierté mêlé de peur. « Et s'ils réagissent mal, s'ils te poussent à démissionner, alors je partirai. Mais au moins, je serai resté fidèle à ce qui me rend vivant. » Le soir, le communiqué fut publié sur le site officiel de Dubois Tech. Sobre, direct, signé de la main de Théo. Il n'y nommait pas Juliette, mais tout y était. La reconnaissance d'un lien personnel, la dénonciation des jugements de caste et la promesse de ne jamais céder à la pression du cynisme. Les réactions furent immédiates. Les médias s'en emparèrent, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains saluèrent le courage, d'autres dénoncèrent la naïveté. Les éditorialistes se divisèrent. Les actionnaires exigèrent des garanties. Et Juliette, dans l'ombre, observa tout cela comme un séisme dont elle serait à jamais l'épicentre. Théo rentra tard, épuisé, mais droit. « Ils veulent une transition en douceur, dit-il. Je vais rester jusqu'à la fin du trimestre. Ensuite, ce sera fini. Et après ?» demanda-t-elle. Il s'approcha, lui prit la main. « Après, on vivra. Si tu le veux encore. » Juliette ne répondit pas tout de suite. Elle avait peur. Mais elle savait déjà qu'elle ne tournerait pas le dos à cet homme qui, pour elle, avait tout risqué. Car l'amour, parfois, commence là où le scandale éclate. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles économiques et médiatiques. Théo Dubois, président fondateur de Dubois Tech, quitterait ses fonctions à la fin du trimestre. Officiellement, il invoquait un besoin de recentrage personnel, un désir de se retirer des affaires pour se consacrer à d'autres projets. Mais pour ceux qui suivaient les récents remous, la vérité était limpide. Il avait choisi l'amour plutôt que le pouvoir, ou du moins avait renoncé à l'un pour ne pas trahir l'autre. Juliette, elle, vivait ses jours dans un étrange état de flottement. Son quotidien auprès de Camille restait le même, devoirs, goûter, promenade, mais chaque instant était teinté d'un sentiment irréel.
Elle était devenue, malgré elle, une figure publique. On murmurait son nom dans les couloirs d'école. On scrutait ses mouvements à la sortie de la maison. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec mépris, d'autres encore avec une admiration silencieuse. Mais tous la regardaient, et cela lui pesait. Un matin, en déposant Camille, une mère s'approcha d'elle, un sourire en coin. « Alors, vous êtes la Juliette, celle pour qui un PDG quitte tout ?» Juliette, prise au dépourvu, tenta un sourire poli. « Je suis juste une personne qui prend soin d'une enfant, et visiblement aussi d'un homme très influent. » La femme s'éloigna sans attendre de réponse, laissant Juliette figée, la gorge nouée. Ce genre de remarques devenait fréquent, jamais direct, mais toujours acéré. Elle comprenait désormais ce que signifiait être visible dans un monde qui préfère les gens à leur place. Théo tenta de la protéger, mais il ne pouvait rien contre l'opinion. Il s'était exposé, et il n'existait aucun abri contre les jugements. Il lui proposa de partir quelque temps, de voyager ensemble après sa démission. Rome, Lisbonne, Montréal. Des villes où ils pourraient être simplement deux anonymes, loin du tumulte parisien. Mais Juliette hésitait, pas par peur du voyage, mais parce qu'elle sentait que partir serait aussi fuir, et elle ne voulait pas bâtir leur histoire sur une fuite. Un soir, ils se retrouvèrent dans la salle de musique, une pièce rarement utilisée, où Théo avait installé un vieux piano à queue. Il s'assit, improvisa quelques accords, maladroitement. Juliette, assise à côté, l'observait. Elle ne l'avait jamais vu aussi détendu, presque joueur. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « J'ai perdu une part de mon empire, mais j'ai gagné un autre genre de liberté, celle de ne plus me mentir. Et si, un jour, tu t'en veux? Si tu te réveilles en te disant que tu as abandonné ce que tu avais construit, alors j'espère que tu seras là pour me le rappeler. » Elle sourit, mais son regard trahissait encore une inquiétude sourde. Elle se sentait responsable d'une chute, même si Théo la présentait comme une libération. Elle savait que derrière chaque acte de bravoure, il y avait un prix à payer. Ce prix se manifesta sous une autre forme quelques jours plus tard. Camille, jusque-là épargnée par les échos du monde adulte, revint un soir de l'école avec des larmes aux yeux. « On m'a dit que tu avais pris la place de maman. » Juliette se figea. Elle s'agenouilla immédiatement, prit les mains de l'enfant dans les siennes. « Jamais, Camille. Personne ne prendra jamais sa place. Ta maman sera toujours dans ton cœur. Moi, je suis là pour t'aimer autrement, pas pour remplacer. » Camille la regarda longuement, puis se jeta dans ses bras. Ce moment scella quelque chose de profond entre elles, un lien indestructible forgé dans la vérité et l'amour. Mais Juliette comprit que ce genre d'affrontement serait récurrent, que chaque pas vers cette nouvelle vie serait accompagné d'un renoncement. Une part d'anonymat, une part de tranquillité, une part d'innocence. Théo, de son côté, s'efforçait de préserver leur bulle. Il cuisina davantage, sortit moins, consacra son temps libre à des projets artistiques ou éducatifs. Il voulait se réinventer, non pas en réaction au passé, mais en acte fondateur d'un futur à deux. Il proposa à Juliette de participer à un projet de fondation pour l'éducation des enfants défavorisés. Elle hésita, puis accepta. « Je ne veux pas être seulement la compagne de Théo Dubois. Je veux exister par moi-même, avoir un rôle, une voix. C'est pour ça que je t'ai choisi, dit-il. » Et dans cette phrase, elle sentit que, malgré tout ce qu'ils avaient perdu, il restait beaucoup à construire. Ils apprirent, ces jours-là, que l'amour n'était pas seulement fait de passion ou de promesses, mais aussi de compromis et de combats. Qu'aimer, ce n'était pas se fondre l'un dans l'autre, mais marcher côte à côte, chacun tenant l'autre debout. Et si cela devait être un sacrifice, alors c'était le plus noble qu'ils aient jamais consenti. Les jours s'allongeaient avec le printemps et la maison du bois semblait retrouver un rythme doux malgré les remous passés. Théo, plus serein depuis l'annonce publique de son retrait, passait désormais le plus clair de son temps avec Camille et Juliette. Ce trio, autrefois marqué par la perte et la retenue, devenait peu à peu une cellule vivante, nourrie par l'écoute, la patience et une affection silencieuse mais profonde. Pourtant, l'équilibre restait fragile. Juliette le sentait dans les moindres détails. Un regard prolongé de trop, une conversation écourtée, un dîner partagé sous les murmures d'un voisin ou d'un inconnu dans un restaurant discret. C'est au détour d'un dimanche après-midi qu'elle reçut une proposition inattendue.
Un ancien professeur de pédagogie qu'elle admirait et avec qui elle avait gardé un lien rare mais sincère, lui téléphona. Il lui parlait d'un poste dans un institut privé à Avignon, spécialisé dans l'accompagnement éducatif d'enfants issus de foyers instables. Un rôle important, valorisé, indépendant. Une opportunité professionnelle concrète, détachée de toute ombre portée. Tu aurais ta propre classe, ton autonomie et la liberté de construire un programme à ton image. C'est une offre sérieuse, Juliette. Tu devrais y réfléchir. Elle raccrocha sans donner de réponse, le cœur battant. Le soir, elle n'en parla pas immédiatement à Théo. Elle voulait d'abord comprendre ce qu'elle ressentait. Était-ce une fuite, un sursaut de survie, ou une vraie envie d'exister en dehors de cette histoire trop grande, trop publique, trop pesante? Le lendemain matin, dans la cuisine encore endormie, elle évoqua finalement l'appel. Une école m'a contacté, à Avignon. Il cherche quelqu'un comme moi. Théo la regarda, attentif, sans rien dire. Ce serait un vrai projet. Mon projet. Indépendant de toi, de cette maison, de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Il hocha lentement la tête. Tu y penses sérieusement? Oui et non. Je suis partagé. J'ai envie de faire quelque chose qui m'appartienne. Mais je ne sais pas si j'ai envie que ce soit loin de toi, loin de Camille. Je ne veux pas être un frein, Juliette, jamais. Si c'est ce que tu veux, tu dois y aller. Et si je ne sais pas ce que je veux, Théo, alors écoute ce que tu ressens ici, dit-il en posant une main sur sa poitrine. Et ici, ajouta-t-il en effleurant sa tempe, et ensuite seulement, tu décideras. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Elle pensa à ses années de discrétion, à son désir d'exister, à cette femme qu'elle était devenue depuis qu'elle avait croisé la route de Théo. Elle pensait aussi à Camille, à ses rires, à ses « je t'aime » murmurés à la volée. Elle pensait à ce que serait une vie loin d'eux, et ce qu'elle deviendrait si elle restait sans se perdre. Le lendemain, elle partit seule marcher le long des quais, respirer l'air tiède du matin. Elle observa les familles, les couples, les solitaires, chacun dans son histoire. Elle comprit alors que le vrai courage ne résidait pas dans la rupture, mais dans la capacité à rester sans s'effacer. Le soir venu, elle retrouva Théo dans le jardin, assis sur un banc, un livre à la main. Elle s'approcha, s'assit à côté de lui. « J'ai appelé mon ancien professeur. Je lui ai dit non. » Théo tourna la tête, surpris. « Tu es sûr ?»« Oui, pas parce que je renonce à moi, mais parce que ce que j'ai ici, ce que nous avons, c'est aussi une construction. Et j'ai envie d'en faire partie, de continuer, d'inventer cette vie à trois. » Il posa sa main sur la sienne, la serra doucement. « Alors restons, ensemble. » Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas une soumission, c'était une décision, pleine, consciente, réfléchie. Juliette ne fuyait pas, elle restait, non pas par dépendance mais par amour, un amour solide, lucide, que rien désormais ne pourrait éroder. Elle avait choisi de rester. Et ce choix, pour la première fois de sa vie, était entièrement le sien. Le départ officiel de Théo Dubois à la tête de Dubois Tech eut lieu un lundi matin de mai. La cérémonie, brève et sans faste, se déroula dans l'auditorium principal de l'entreprise. Les cadres, les partenaires et quelques journalistes triés sur le volet assistèrent au discours d'adieu. Théo remercia ses équipes, évoqua les années de croissance, les défis relevés, les innovations pionnières, mais ce fut dans ces derniers mots que l'essentiel transparaissait. Aujourd'hui, je ne tourne pas simplement une page professionnelle. Je choisis de vivre pleinement, d'honorer ce qui me rend humain avant tout. L'intelligence n'est rien sans l'âme, et l'ambition sans l'amour devient stérile. Juliette suivit la cérémonie depuis chez eux, à la demande de Théo. Il avait voulu la protéger de la curiosité médiatique encore tenace. Lorsqu'il rentra en fin d'après-midi, elle l'attendait sur le pas de la porte. Il n'y eut pas de grand discours entre eux, juste un regard complice, un baiser lent, silencieux, puis la certitude partagée que le vrai commencement était là. Les premières semaines de cette vie nouvelle furent délicates, marquées par l'adaptation. Théo découvrait les joies et les limites d'une existence sans agenda surchargé. Il passait de longues heures avec Camille, l'accompagnait à l'école, aidait aux devoirs, s'essayait même à la cuisine, avec des résultats mitigés. Juliette, de son côté, retrouvait une forme d'équilibre. Elle continuait à veiller sur Camille, mais sans la sensation d'être prisonnière d'un rôle. Elle se sentait enfin partenaire et non spectatrice. Le projet de fondation prit forme peu à peu.
Ils le baptisèrent l'éveil, en hommage à l'idée que chaque enfant mérite qu'on révèle ce qu'il porte en lui de plus lumineux. Juliette, bien plus que Théo, en prit la direction concrète. Elle sélectionna les premiers intervenants, dessina les grandes lignes pédagogiques, établit les contacts avec les écoles partenaires. Pour la première fois, elle se voyait à la tête d'un projet qui lui ressemblait. Humain, discret mais ambitieux, enraciné dans la réalité. Théo, de son côté, mit à profit son carnet d'adresses pour ouvrir des portes, mais s'effaçait volontairement du devant de la scène. Il laissait Juliette porter la lumière, conscient que sa présence, trop visible, pourrait éclipser son travail. Elle lui en fut reconnaissante sans même avoir à le dire. Camille, elle, s'épanouissait. Loin des tensions passées, elle grandissait dans un foyer où les silences étaient doux, les gestes tendres, les règles simples. Elle appelait toujours Juliette par son prénom, mais il y avait dans sa voix une chaleur familière, une confiance inébranlable. Un soir de juin, alors que l'air tiède entrait par les fenêtres ouvertes, Juliette et Théo s'installèrent sur la terrasse, un verre à la main. Le jardin était baigné de la lumière dorée du crépuscule. Ils venèrent de finir de relire ensemble la première brochure de l'éveil. Tout était prêt. Le lancement officiel aurait lieu en septembre. « Tu te rends compte ?» dit Théo en la regardant. « En un an, tout a changé. Ma vie, mon travail, ma maison. Toi, c'est toi qui as changé, murmura-t-elle, parce que tu m'as montré un autre chemin. » Elle sourit, posant sa tête contre son épaule. « Tu l'as emprunté seul, Théo. Moi, je n'ai fait que marcher à côté. » Un silence s'installa. Il n'était pas pesant. Il était celui des âmes apaisées. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, on construit. Chaque jour. Ensemble. » Ils restèrent là longtemps, à regarder le ciel s'obscurcir sans rien dire. Car tout avait été dit. Le tumulte, les renoncements, les peurs. Il ne restait plus que la suite. Et cette suite, elle s'écrivait dans la lenteur des matins paisibles, dans le bruit d'une casserole qui mijote, dans les rires d'une enfant heureuse. Juliette savait qu'il resterait des obstacles, des maladresses, des blessures anciennes qui refrémaient parfois surface, mais elle n'avait plus peur. Ce qu'il reconstruisait n'était pas une forteresse, mais un refuge, un lieu où chacun pouvait être pleinement soi, et cela pour elle valait plus que tous les palaces du monde. L'été s'annonçait chaud et lumineux. Le projet L'Éveil avait désormais sa propre adresse, une ancienne école rénovée avec soin dans le 19e arrondissement. Juliette, désormais directrice officielle, animait les réunions avec assurance. Elle n'avait pas cherché la reconnaissance publique, mais elle était venue malgré tout. Des articles louaient son engagement, son parcours atypique, la profondeur discrète de son approche éducative. Certains journalistes tentaient de la ramener à son lien avec Théo, mais elle éludait habilement, replaçant toujours le sujet sur les enfants, sur les valeurs qu'il portait, sur la société qu'elle espérait contribuer à transformer. Théo, fidèle à sa promesse, restait en retrait. Il suivait les avancées avec fierté, mais se contentait de soutenir Juliette dans l'ombre, lui laissant la place qu'elle méritait. Il s'était détaché de l'agitation médiatique avec un calme nouveau, consacrant ses journées à des activités simples. Il lisait, cuisinait, entretenait le jardin, préparait des cours de sensibilisation à la technologie dans des collèges publics. Loin de la guerre des parts de marché, il découvrait un monde plus lent mais infiniment plus humain. Et pourtant, le regard du monde n'avait pas disparu. Il s'était seulement transformé. Là où autrefois il y avait du jugement, il y avait maintenant de l'observation prudente. Le couple Juliette-Théo fascinait, non pas comme un conte de fées, mais comme un mystère. Comment un homme de pouvoir avait-il pu tout quitter pour une femme sans fortune, sans statut, sans ambition au sens où la société l'entendait? La réponse pourtant était simple. Juliette incarnait ce que Théo avait perdu dans sa course au sommet, l'essentiel, le silence qui guérit, le regard qui voit au-delà du rôle, le geste qui ne coûte rien mais transforme tout, mais cette simplicité peu la comprenait. Un jour, Juliette fut invitée à participer à une conférence sur le renouveau du leadership humaniste à l'université de Nanterre. Elle hésita puis accepta. Sur scène, face à une centaine d'étudiants et de professeurs, elle parla non de management, mais de présence. « On m'a demandé ce que j'ai fait pour changer un homme de pouvoir », dit-elle calmement. « Mais la vérité, c'est que je n'ai rien changé. J'ai seulement refusé de me fondre dans ce qu'il attendait. Je suis restée moi,
entièrement. Et c'est cela qu'il a choisi. Pas un modèle, pas une idée, une personne. L'auditoire resta silencieux. Certains prirent des notes, d'autres peut-être réfléchirent autrement. En sortant, un jeune homme s'approcha. « Madame Moreau, vous pensez qu'on peut vraiment aimer sans vouloir transformer l'autre ?» Elle le regarda un instant puis répondit « On peut aimer vraiment seulement quand on arrête de vouloir transformer. » Ces paroles se répandirent discrètement dans certains cercles intellectuels. Juliette, à son insu, devenait une figure de plus en plus écoutée. Mais elle n'en tirait aucun orgueil. Elle rentrait chaque soir chez elle, rangeait les jouets de Camille, préparait les repas, reprenait son livre du moment. Un soir de juillet, alors qu'ils marchaient tous les trois le long des quais de Seine, un inconnu s'approcha. Il était jeune, timide, visiblement ému. « Excusez-moi, vous êtes Juliette Moreau ?» Elle acquiesça. « Je voulais juste vous dire merci. Votre histoire m'a aidé à comprendre que je pouvais changer ma vie aussi. Que rester vrai, c'était une forme de courage. » Elle lui serra la main avec douceur. Le vrai courage, c'est de ne pas fuir ce qu'on est. Il s'éloigna, les larmes aux yeux. Théo, resté silencieux, l'enlaça tendrement. « Tu vois ce que tu fais aux gens ? Je ne fais rien. Ils se reconnaissent, c'est tout. C'est ça la différence entre influencer et inspirer. Toi, tu inspires. » Juliette ne répondit pas. Mais ce soir-là, en regardant Paris briller autour d'eux, elle comprit que leur histoire, aussi intime soit-elle, avait dépassé les murs de leur maison. Qu'en refusant les compromis faciles, en assumant l'inconfort du regard des autres, ils avaient ouvert un espace où d'autres pouvaient respirer aussi. Et cela, pour elle, valait plus que toutes les couronnes. Septembre arriva dans un frisson de feuilles roussies. Les journées raccourcissaient, les rues reprenaient leur agitation, et l'école ouvrait de nouveau ses portes. Juliette, depuis les bureaux de l'éveil, observait Paris avec une sérénité rare. Son bureau, baigné d'une lumière douce, était sobrement décoré de dessins d'enfants, de citations manuscrites, de quelques livres aimés. Elle passait ses journées à construire, à écouter, à affiner des projets éducatifs qui mettaient l'humain au centre, non les statistiques. Théo venait parfois déjeuner avec elle, toujours discret. Il apportait des plats simples, discutait des nouvelles de Camille, l'écoutait parler de ses collaborateurs, de ses doutes, de ses avancées. Il ne cherchait plus à tout maîtriser. Il était là, pleinement, dans le présent. Et Juliette savait que ce changement, bien qu'encore fragile, était durable. Le soir, ils rentraient ensemble. Camille les accueillait avec des récits débordants de détails, des poèmes inventés, des idées farfelues. Elle avait grandi dans le regard de deux adultes qui l'aimaient, sans la conditionner, sans chercher à la plier. Juliette se surprenait parfois à la regarder longuement, se demandant comment elle avait pu, elle aussi, grandir en même temps que cet enfant. Un samedi, ils partirent tous trois pour un court séjour dans le Luberon. Une maison louée au sommet d'une colline, des vignes alentour, un ciel vaste et bleu. Là-bas, loin du tumulte, Théo la regarda un matin alors qu'elle versait du café sur la terrasse. « J'aimerais qu'on se marie », dit-il simplement. Juliette leva les yeux, étonnée, presque amusée par la soudaineté de la phrase. « Pourquoi ? Parce que ce que nous vivons est déjà un engagement. Je ne veux pas d'un contrat, je veux un serment, pas pour prouver quoi que ce soit, pour le vivre, devant ceux qu'on aime. » Elle sourit. « Tu veux dire, devant Camille et peut-être 2 ou 3 arbres ?» Exactement. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, puis regarda autour d'elle. Le calme, la chaleur, le goût du café. Et cet homme, face à elle, désarmé, sans armure, sans stratégie. « D'accord, murmura-t-elle. Ils ne fixèrent pas de date, ils ne planifièrent en rien. Mais quelque chose, entre eux, fut scellé ce jour-là. Non par les mots, mais par le silence qui suivit. Lorsque l'automne s'installa pleinement, avec ses vents frais et ses ciels changeants, Juliette sentit que leur histoire, loin d'avoir atteint un sommet spectaculaire, avait trouvé un rythme de vie. Plus de déclarations, plus de résistance. Juste un quotidien habité. Un matin, Camille entra dans la cuisine en courant, une feuille à la main. « J'ai écrit ça pour vous deux », dit-elle, très fière. Sur la feuille, une phrase, maladroitement calligraphiée. « L'amour, c'est quand on n'a plus besoin de parler pour comprendre. » Théo embrassa sa fille. Juliette la prit dans ses bras. Et dans cette étreinte, il n'y avait ni fin ni commencement. Juste la vie. Simple, tendre, silencieuse. Et enfin, entière.